Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais développer l'idée que je me fais du jardinage autour de l'idée de l'autonomie du potager. Alors, l'autosuffisance alimentaire, c'est un peu souvent ce qu'on voit, et on voit des fois que ça, dans l'idée d'autonomie au potager. C'est-à-dire que le potager est-il capable de nourrir le foyer familial? Et là, si on regarde les statistiques nationales, on est passé de la période précédant la révolution verte en agriculture, c'est-à-dire à l'époque moderne. Et avant, on était à peu près à 1,6 hectare par habitant pour se nourrir. On est passé à 0,6 hectare. Ce sont des chiffres que j'ai vus quelque part qui donnent une idée un peu de ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire d'un point de vue collectif. Donc ramener maintenant ça à une surface de potager, c'est évidemment un exercice délicat. D'autant que suivant ce qu'on va faire comme culture, ce qu'on va faire, les méthodes, etc., tout ça peut énormément varier. Alors, moi qui n'ai que 40 mètres carrés dans mon potager, évidemment, si je vous dis que je suis autosuffisant en alimentation, vous n'allez pas me croire et vous aurez raison. D'ailleurs, je pense que très peu de gens peuvent affirmer qu'ils sont autosuffisants en alimentation parce que ça demande quand même d'avoir soit vraiment une ferme, et encore. Et en plus, il faut varier quand même son alimentation, donc c'est vraiment pas très simple. Par contre, essayer d'aller vers cet objectif d'être plus ou moins autosuffisant en alimentation, ça, tous les potagers le permettent. Je crois que c'est un peu sous cet angle-là que je voudrais avancer, en disant que on peut, à partir d'un potager, qu'il soit petit, qu'il soit grand, faire un grand pas vers l'autosuffisance alimentaire. Et puis, il va y avoir une façon de considérer une philosophie en quelque sorte qui va permettre d'être plus ou moins autosuffisant. Par exemple, la saisonnalité. Hein, si vous voulez manger des cerises en hiver, des tomates en hiver, et puis si en été vous souhaitez manger des choux, des légumes verts, des épinards, vous allez avoir beaucoup de mal et vous allez au contraire être très éloigné d'une autosuffisance alimentaire. Donc si vous voulez améliorer votre score, puisqu'on peut le voir un peu comme ça, en termes d'autosuffisance alimentaire, eh bien il faut tenir compte des saisons. Et tenir compte des saisons. Et en quelque sorte, si vous avez la chance d'avoir un potager, eh bien ça va être le potager qui va décider du choix de ce que vous allez manger, si vous êtes dans cette optique d'autosuffisance alimentaire. Et de toute façon, vous allez faire de sérieuses économies puisque vous n'aurez pas besoin d'acheter tous les légumes que vous ferez. Alors, si vous êtes débutant, si vous ratez beaucoup de choses, peu importe, hein, vous aurez bien quelques radis à manger, quelques tomates l'été, etc. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, faire un potager, ça va de toute façon être un grand pas que vous allez faire sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire, même si vous n'allez pas aller jusqu'à la totalité, qui est quelque chose qui, à mon avis, est excessif. Alors le deuxième point le deuxième critère sur lequel on peut parler d'autonomie, c'est de l'autonomie du potager lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire un potager qui n'a pas besoin d'intrants, qui en quelque sorte se suffit à lui-même. C'est un peu moi ma philosophie, c'est-à-dire que je ne vais utiliser que des ressources locales ou à proximité. Ça va être essentiellement de la matière organique par rapport à mes méthodes de jardinage. Et donc mon potager, je n'ai pas besoin d'attendre des camions qui vont m'amener de la terre, du terreau, du broyage, je ne sais pas quoi. Non, là je suis en autosuffisance au maximum par rapport à des ressources de proximité qui vont être quoi?
eh bien, on peut parler des déchets verts que l'on produit. Tout jardin va produire des déchets verts. On peut parler de tout ce qui est à proximité. Moi qui suis sur un jardin de ville, il y a aussi tout ce qui est les feuilles mortes, hein, qui sont un gisement important. C'est plus intéressant qu'ils viennent dans votre jardin plutôt qu'ils aillent boucher les caniveaux. Et puis vous allez trouver dans votre voisinage des gens qui, eux, sont dans une autre optique et ils seront très contents que vous veniez les débarrasser de leurs déchets verts. Enfin voilà, donc vous allez pouvoir réussir à trouver des ressources certainement locales. Évidemment, il ne faut pas se focaliser sur une seule ressource de matière organique, sinon ça va devenir compliqué. Pour ma part, moi j'utilise toute matière organique et croyez-moi, ça fonctionne très bien. Alors, le potager, est-ce qu'il est autonome en termes de matière organique, dans la mesure où vous cultivez, vous enrichissez votre terrain par la matière organique, évidemment. Autrement, bien, vous allez acheter des engrais, vous allez acheter faire venir tout un tas de choses, et dans ce cas-là, évidemment, vous ne serez pas très très loin sur le chemin du potager autonome. Un autre aspect, c'est aussi la ressource en eau. Est-ce que vous êtes autonome? Alors, difficile d'être autonome, surtout sur une année comme 2022, mais il y a des moyens quand même d'avancer sur ce chemin-là, et en particulier tout ce qui est récupérateur d'eau. Avec des récupérateurs d'eau, vous aurez une large, vous aurez avancé, vous aurez fait des pas de géant, on va dire, sur le chemin qui mène à l'autonomie du potager, du moins pour cette ressource-là. Et puis il y a aussi d'autres aspects. Dans mon potager, j'utilise beaucoup de bambou, puisque j'ai un coin de bambou dans mon jardin, pour tout ce qui est tuteur. En fait, je n'utilise que des bambous. Ce qui fait que je suis le potager est extrêmement autonome pour tout cet aspect-là des choses. Bon, là, je présente les aspects où je suis le plus vertueux, on va dire. Mais il y a aussi des domaines où, bien, je ne suis pas, je vais quand même acheter des choses. Vous voyez, j'ai des tunnels, par exemple, et les tunnels, bien, ils sont en plastique. Je les ai achetés, donc, alors c'est un investissement, hein. Il faut dire que cet investissement, il me permet aussi d'améliorer mon autosuffisance alimentaire. Donc, il faut voir ça également. Mais c'est vrai que tout ce qui est plastique, tout ce qui est bâche, alors moi sur un tout petit potager, j'utilise pas de bâche, je pense que c'est pas nécessaire. Je comprends très bien que sur des grands potagers, on ait d'autres techniques et d'autres façons de faire qui sont certainement plus efficaces. Donc moi j'ai quoi? J'ai des mini-serres aussi, enfin des mini-serres, des serres armoires là qui me servent pour mes semis, un certain nombre de contenants que je sois de la récupération pour ce qui est des godets, et puis j'ai des petites barquettes là que j'ai achetées, mais qui sont très pratiques et qui doivent durer, à mon avis, enfin c'est quasiment incassable. Donc avec ces systèmes-là, je réussis à me débrouiller dans le temps, donc c'est pas non plus, ce sont effectivement des choses qui viennent de l'extérieur, mais qui vont durer longtemps, donc c'est un rapport entre le temps que ça va durer et le service que ça rend. Alors donc cette idée de potager autonome, de potager qui se suffit à lui-même, évidemment c'est l'autre aspect par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Alors bien sûr on peut dire, on peut aller plus loin et dire on peut très bien augmenter l'autosuffisance alimentaire, par exemple avec des petits élevages, avec de l'aquaponie, etc. Sauf qu'à un moment donné, soit vous produisez pour nourrir vos poissons ou pour nourrir vos bestioles, vos poules, vos animaux. Donc forcément, soit vous êtes sur une ferme en fait, soit vous êtes dépendant pour l'alimentation et donc vous avez des intrants. Donc votre système est un petit peu bâtard. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais l'autonomie en souffre un peu. On peut également le dire par exemple par rapport aux serres. Les serres sont une façon d'améliorer l'autosuffisance alimentaire parce que ça permet de cultiver en automne, au printemps, voire même en été, mais en été avec énormément d'eau et avec les risques des grosses chaleurs, hein, il faut ombrer, etc. Donc il y a forcément des investissements qui se font sur les serres, et puis il y a le besoin en eau qui est quand même assez considérable. Alors moi j'ai pas de serre, bon, c'est aussi parce que j'ai un espace réduit et que j'ai pas jugé nécessaire
d'avoir en plus des serres. Il faut penser quand même que l'eau pour les serres, c'est quelque chose qui va forcément vous faire à un moment donné réfléchir beaucoup. Si vous êtes dans ce concept d'autonomie, il faut les arroser, il faut les arroser, il faut les arroser. Mais bon, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas de serre, hein. C'est simplement pour vous dire que dans cette recherche d'autonomie globale, je ne sais pas si la serre est un plus ou un moins. Voilà, c'était juste un débat ouvert, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez. Alors, pour qu'un potager soit le plus autonome possible, il y a aussi la question des graines. C'est-à-dire, est-ce que vous achetez vos plants? Est-ce que vous produisez euh, vos propres semis? Est-ce que vous faites vos propres semis? Donc on peut acheter des sachets de graines, mais on peut également récupérer les graines sur les plantes. Et là, on est complètement dans l'autonomie au niveau des graines. Et alors moi, bon, j'en récupère un certain nombre. Je ne suis pas non plus à 100%, je récupère pas non plus à 100% toutes mes graines. Par curiosité, j'en achète aussi beaucoup. Il y a des jardins qui sont nettement plus autonomes dans ce domaine-là. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo d'une vidéo du jardin de Sam qui est assez stupéfiante hein, sur la récupération des graines au jardin potager. Donc les graines, c'est également un aspect qu'il faut prendre en compte. Alors souvent quand on débute, on va plutôt avoir tendance à acheter des plants. Donc voilà, c'est une bonne façon de commencer de toute façon. Mais à un moment donné, je crois que c'est quelque chose de... En plus, ça devient très vite une passion, hein, faire ses propres semis. Donc il ne faut pas se priver. Alors le troisième critère, c'est celui à prendre en compte qui me semble très important, qui est limiter les actions qu'on va faire qui vont accroître les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le recours essentiellement aux énergies fossiles. Mais l'idée est quand même plus compliquée, plus complexe parce que tous les outils technologiques, techniques auxquels on a recours, y compris au potager, reposent plus ou moins sur lorsque c'est du métal, eh bien, derrière il y a du charbon. Et lorsque c'est du plastique, il y a du pétrole. Sans compter tout ce qu'on achète et qui nécessite des transports. Donc voilà. Donc si on veut rattacher ce troisième critère d'émissions limitées de gaz à effet de serre, on va faire un espèce d'arbitrage entre l'autosuffisance alimentaire, le potager autonome et puis ce critère-là. Alors bon, où je suis par exemple dans mon cas très bon, c'est sur les tuteurs, puisque les bambous, ils poussent dans mon jardin, il n'y a pas besoin de transformation, il n'y a pas besoin de transport, j'ai juste besoin d'un sécateur, et mon sécateur c'est quand même quelque chose qui va durer dans le temps, donc voilà, c'est des outils qui n'ont pas un impact trop fort hein, sur le réchauffement climatique. Et donc il faut tenir un peu ce raisonnement-là par rapport à tous les actes, à tout ce que l'on fait au jardin si on veut, si on a ce souci en tête. Hein. Souci qui est quand même important pour un jardinier parce qu'on l'a vu cette année. On est avec des effets qu'on commence à sentir et il faut savoir quand même qu'il y a toujours un effet retard avec ces modifications climatiques. Si on est arrivé à 1,1 je crois de réchauffement actuellement, les effets des 1,1 vont arriver dans quelques années. Et si on est à 1,5, 2 dans pas longtemps, certainement, eh bien les effets seront encore décalés dans le temps. Donc bonjour les catastrophes pour le futur. Et il faut, je pense, essayer à son modeste niveau d'agir pour... bon, ce sera évidemment peanuts hein, dans l'ensemble, mais au moins pour essayer que l'opinion évolue sur ces aspects-là. Et bon, il y a des moyens de faire qui permettent certainement de réduire, après chacun fera en fonction de ses possibilités, mais comme pour l'autosuffisance alimentaire ou le potager autonome, c'est un chemin en quelque sorte, et donc si on avance sur ce chemin dans le bon sens, eh bien on avancera tous dans le bon sens.
par exemple, moi j'ai acheté un broyeur, hein, ce qui me permet de valoriser tout un tas de, de déchets végétaux du voisinage. Alors c'est un petit broyeur électrique et évidemment c'est de la technologie. Il y a du métal, il y a du plastique, et il y a de l'énergie derrière. Donc avant je faisais ça avec mes sécateurs et c'était quand même assez fatigant. Bon, alors je sais, je pourrais m'améliorer moi aussi hein, sur le chemin des moindres émissions de gaz à effet de serre, par exemple en, comment, en trouvant un broyeur mécanique actionnable à la main. Ça se trouve hein, dans l'occasion. Bon voilà, donc chacun fait aussi en fonction des possibilités qu'il a et il y a d'autres solutions comme le broyage collectif, comme acheter un broyeur à plusieurs. Donc après ça renvoie à la situation de chacun. Donc je veux dire que sur cet aspect-là, j'ai un broyeur qui va m'aider dans mes techniques pour que le potager soit autonome et pour que je sois un peu plus autosuffisant en alimentation. Donc tout ça va dans le bon sens, mais d'un autre côté, l'investissement que j'ai fait, puis le fait que ça marche avec l'énergie, c'est plutôt négatif. Donc ce sont des arbitrages qui sont un petit peu compliqués. Alors j'ai des choses qui par contre sont très bien, comme par exemple le bambou, les structures en bambou, tout ça, il n'y a aucun transport, il n'y a pas de technologie derrière, j'ai juste mon sécateur qui est nécessaire. Donc là je suis très vertueux là, sur cet aspect-là. Et puis évidemment, si je mettais du plastique partout dans le jardin, si j'achète des filets anti-insectes, etc., voilà, bon, moi j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai quand même pour mes carrés que je recouvre en hiver en particulier pour faire des primeurs. Donc j'ai mes tunnels, plus 2 ou 3 bâches que je réutilise, en fait, des bâches plastiques. Mais j'évite effectivement de trop mettre de plastique dans le jardin. Après, il y a l'aspect récupération. Si vous récupérez, ça a déjà été fait, donc là, vous êtes sur la voie de la récupération. Maintenant, ça a des limites la récupération parce que le jour où tout le monde devient vertueux, eh bien, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Donc, il faut aussi se mettre un peu dans l'optique de trouver des techniques, des façons de faire qui évitent le recours justement à toutes ces artefacts là qui nous facilitent la vie au potager et au jardin. Donc voilà un sujet que j'ouvre comme ça en disant il y a 3 critères pour l'autonomie du potager. Et ce qu'on voit bien derrière tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre d'arbitrages qui vont être nécessaires parce que vous n'allez pas être à 100% vertueux. Certains peut-être pourront l'être, hein, mais la majorité de la population certainement pas. Et ce qui est important, je crois, c'est que tout le monde progresse à son rythme et simplement ces considérations en tête là pour se dire finalement ce n'est pas une mauvaise idée d'aller vers l'idée du potager autonome en essayant d'équilibrer, donc de faire des compromis entre l'autosuffisance alimentaire, les ressources, le potager quasiment auto-fertile on va dire, et puis tout ce que je vais amener et tout ce qui va pouvoir limiter mes émissions de gaz à effet de serre. Si on a ces 3 choses-là en tête, et qu'on réfléchit à l'idée de l'autonomie du potager, alors je crois que tout le monde, quelle que soit sa situation, pourra dire, bien moi je peux progresser quand même par rapport à ça, et on se sent un petit peu mieux plutôt que d'avoir peur, d'être dans le catastrophisme, etc. Au moins ça donne quelques idées sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à avancer. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, un petit peu longue encore une fois. Mais il me semble que c'est un sujet important et puis ça explique un peu pourquoi moi je suis parti sur une technique particulière qui est le non-travail du sol parce que derrière ça, il y a tous ces enjeux aussi qui sont... alors je n'ai pas le temps de développer dans cette vidéo, je le fais à travers... de façon très ponctuelle dans les vidéos que je sors sur YouTube. Mais je pense que c'est également quelque chose qui permet de progresser sur ces 3 critères vers le potager autonome en fonction de ma situation à moi, qui est un petit potager de ville. Hein. Alors si on prend l'exemple de mon mini potager là en pot, où j'ai fait un certain nombre de choix. Bon, j'ai fait le choix de pots en plastique, certains me l'ont reproché,
certainement à juste raison, puisque quelque part, le plastique, voilà, c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, c'est quand même du plastique durable. Et c'était aussi pour des raisons de manipulation voilà, euh, de transport de ces pots. Donc c'est un compromis, mais par contre qui permet d'améliorer un peu son autosuffisance en alimentation, hein. Alors pour des gens qui n'ont pas de potager, n'ont pas de jardin, mais ont la possibilité comme ça de faire de la culture en pot, c'est une voie à explorer, je pense, intéressante. Et puis ensuite, eh bien, le mélange que j'ai mis à l'intérieur, alors le terreau, eh bien oui, c'était l'occasion d'acheter du terreau du commerce. J'ai quand même fait l'effort d'aller vers des terreaux sans tourbe, parce que ça aussi c'était des terreaux qui n'épuisent pas une ressource rare comme la tourbe. On commence à en trouver un peu partout. Donc un mélange assez classique, hein, dans mes pots. Bon, après, on pourra améliorer certainement par la suite cela en remettant de la matière organique pour renouveler la fertilité des pots. Donc tout ça, ce sera développé dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit sa situation, on peut très bien avancer sur cette idée de potager autonome, même si on n'a pas forcément un jardin. Alors voilà une vidéo qui me tenait à cœur sur ces sujets-là. Et puis pour vous donner un peu l'idée que moi je me fais de l'autonomie du potager, et sans vouloir opposer les uns les autres, dire moi je suis plus autonome, etc. Je crois qu'après c'est chacun qui peut se saisir de ces idées-là et essayer d'avancer. Donc on est dans une période, c'est vrai, plus ou moins chaotique et qui le sera certainement pas mal à l'avenir. Et réfléchir sur ce qui peut individuellement comme collectivement amener quelque chose de plus résilient, hein, on va dire. Eh bien, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, à vous la faire partager. Et n'hésitez pas à réagir par rapport à ces sujets-là. Et puis, bien, on va reprendre par la suite des vidéos plus ponctuelles sur les techniques que moi j'utilise, qui sont parfois expérimentales, hein, qui sont dans une optique assez précise, hein, qui est le non-travail du sol. Mais ça explique aussi pourquoi j'ai engagé cette démarche-là. Alors je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.